Alors, je me présente, je suis Florence Mirand, directrice du CIRST. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Patrick Garon-Saillet. Alors, bienvenue au CIRST. Je vais vous présenter rapidement et puis ensuite, il y aura la conférence, une quarantaine de minutes, ce qui nous laissera un bon 20 minutes, un peu plus, non, 40 minutes à peu près, pour les échanges et les questions. Donc, ça nous fait plaisir d'accueillir Monsieur Garon-Saillet, qui est avocat, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, où il enseigne surtout le droit de la preuve, l'interprétation des lois et le raisonnement juridique. Alors, ses travaux de recherche portent sur les questions fondamentales liées à la preuve, des questions qui sont situées au carrefour de la philosophie des sciences, la philosophie du droit et de la rhétorique, des disciplines qui nous intéressent particulièrement ici au CIRST. Et plus spécifiquement, il s'intéresse à la manière dont des énoncés de faits sont mobilisés et autorisés à des fins stratégiques dans le cadre de procès. Alors, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup merci au CIRST pour l'invitation. Merci à M. Jean-Benoît pour l'organisation. Merci en particulier aussi à Éric Monpetit, qui est mon collègue à l'Université de Montréal, qui m'a incité là, à entamer les démarches pour venir présenter au CIRST et parler de choses à propos desquelles je travaille. Donc, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça. L'affaire Maillé, une affaire qui soulève, en ce qui me concerne, des questions fondamentales qui sont à l'intersection du droit et de la recherche scientifique. Excusez-moi, je vais commencer mon... Et l'enjeu en est un de la protection des sources des données, donc dans le cadre de recherche scientifique et dans le cadre d'expertise judiciaire. Donc, on voit, ça fait partie au centre de l'affaire Maillé, ces questions-là. Et cette affaire nous mène donc de l'UQAM, comme on voit ici, au palais de justice de Victoriaville. Un petit clic sur la diapo. Palais de justice de Victoriaville, que vous avez ici en arrière-plan. Je ne l'ai pas mis en exergue parce qu'il n'est pas particulièrement beau, ou à tout le moins, je n'ai pas trouvé de photographie adéquate, esthétiquement parlant. Donc, on voit ici le palais de justice et donc voici le plan. Je vais commencer vraiment avec l'affaire, vraiment faire un récit concis pour se situer, pour ensuite vraiment comme plonger dans des questions méthodologiques sur pourquoi parler de cette affaire-là, qui est maintenant qui est passée depuis un certain temps maintenant? Moi, je pense qu'on est au CIRST, donc la méthodologie, ça devrait être comme au cœur des intérêts. Puis ensuite, je vais revenir sur des détails qui, à mon avis, méritent une discussion plus approfondie. Et ensuite, je souhaite arriver à la période de questions. Donc, sans plus tarder, un récit concis. Je me rends compte maintenant que c'est peut-être pas si concis que ça, mais bon. L'affaire, donc, s'inscrit dans... C'est important de comprendre au début juste un aspect juridique. On est dans le cadre d'un recours collectif. Et donc, avant d'entrer dans les détails de cette affaire, c'est bon de comprendre, juste être clair sur c'est quoi les grandes lignes juridiques de ce type de recours, qui est la toile de fond. Donc, dans le cadre normal, il faut comprendre de procédure judiciaire, chaque personne doit être entendue dans sa propre cause. Alors que le recours collectif est une exception notable à ce principe fondamental. Pourquoi? Parce que le recours collectif permet à une personne, ou deux ou trois, mais mettons une typiquement, qui est désignée comme représentant, d'agir en demande pour le compte d'un groupe qui va être constitué de membres qui ne sont pas présents dans les procédures et qui sont tous censés avoir individuellement des causes similaires à celles du représentant. Et donc, si le représentant a gain de cause, tous les membres du groupe ont gain de cause. Et à l'inverse, si un représentant n'a pas gain de cause, les membres du groupe n'ont pas gain de cause aussi, à moins d'avoir fait la demande formelle d'être exclu du groupe. Je simplifie énormément, là, mais voici les grandes lignes. Et c'est important de comprendre que cette procédure exceptionnelle a une vocation sociale. C'est là où repose sa principale justification et je pense que ça, c'est important dans le contexte de l'affaire Maillé, la dimension sociale du recours collectif. On dit que le recours collectif qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'on aime ça changer les mots parfois pour rénover le droit, on appelle ça maintenant l'action collective, ça permet de dénoncer et décourager des comportements répréhensibles qui pourraient autrement passer sous silence. Donc, par exemple, on peut imaginer des conséquences individuelles d'un comportement fautif peuvent être trop modestes pour justifier une action en justice isolée. Par exemple, un produit mal manufacturé, vraiment carrément négligemment, de la vidange, mais qui est vendu à 20 $,
plein de monde se font flouer pour 20 $. Ben, c'est plate, 20 $, mais on ne va pas nécessairement aller se pointer en cours pour ça. Alors que si on regroupe 100 000 personnes, 200 000 personnes à 20 $, là, ça peut justement devenir intéressant et justement rendre ça comme justiciable à échelle. Donc, on voit l'action collective comme un outil social qui favorise l'accès à la justice et permet aussi, il y a l'idée de conserver les ressources judiciaires, donc être plus efficace. Maintenant, le litige lui-même. Donc, tout commence avec un projet de parc éolien, donc le projet des éoliennes de l'érable. Ce projet se situait dans la région de Sainte-Sophie d'Halifax et Saint-Ferdinand d'Halifax, donc des villages qui sont à quelque part entre Thetford Mines et Victoriaville. L'entreprise responsable de ça s'appelait Éolienne de l'Érable et elle était visée par un recours collectif qui était mené par deux personnes qui habitaient à proximité du projet dans ces communautés-là, donc M. Jean Rivard et Yvan Bourque. Ils étaient évidemment assistés par un bureau d'avocats, BGA Avocats, qui est un cabinet qui se spécialise dans les recours collectifs. Donc, voici quelques allégations de ces deux requérants dans le cadre des procédures. Donc, il disait, en raison de l'implantation du projet éolien, les résidences des requérants se trouvent maintenant être à l'intérieur d'un site équivalent à celui d'un parc industriel. Les travaux, passage de véhicules, débutent souvent à 5h15, avec un nombre moyen de 1000 déplacements par jour, d'équipements lourds évidemment. Donc, il y a une dégradation des chemins, il y a du bruit, des vibrations constantes, il y a aussi une présence régulière de poussière qui exige la limitation de l'usage de leur terrain durant l'été, une fréquence anormale de lavage, entre autres, etc., etc. Donc, ça, c'est contexte général, mais là, il y avait des allégations clés en ce qui concerne l'affaire Maillé. Et ces allégations étaient des allégations relatives à la dégradation du tissu social des communautés environnantes. Voici les extraits pertinents des actes de procédure, donc on a les paragraphes. On dit, depuis le mois de juin 2008, au moment de l'acceptation du projet éolien par le gouvernement du Québec, le climat social s'est grandement détérioré dans les municipalités touchées par le projet. Des déchirements majeurs directement reliés au projet éolien ont été vécus tant au niveau familial qu'amical. Des incidents de voies de fait, de menaces et de méfaits publics ont été rapportés alors que de tels agissements étaient quasiment inexistants avant l'arrivée du projet éolien. Concernant cette dégradation du tissu social, environ 220 mémoires ont été déposées devant le BAP. Tant des opposants au projet, 2 sondages ont été réalisés et révélé que des personnes sondées étaient majoritairement contre le projet éolien. Alors, ça fait quoi tout ça? On a une forme de litige environnemental assez classique, où on a un projet de développement de ressources naturelles qui se heurte à une opposition au niveau local. Donc, l'essence de l'enjeu juridique et factuel opposant les parties reposait sur la notion de trouble de voisinage, qui est prévue à l'article 976 du Code civil. Il dit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds ou suivant les usages locaux. Donc, le recours essentiellement, visait à prouver que le projet éolien engendrait des inconvénients qui excédaient les limites de la tolérance que les membres du groupe devaient à cette entreprise qui était effectivement leur voisin. Et parmi les inconvénients excessifs figurait la dégradation du tissu social des communautés environnantes. C'est dans le contexte de ce litige et par rapport à ces allégations et dégradation du tissu qu'entre en scène Marie-Ève Maillé, docteur en communication. Donc, la docteure Maillé avait étudié le projet éolien de l'érable dans le cadre de ses études doctorales. Sa thèse de doctorat, intitulée « Information, confiance et cohésion sociale dans un conflit environnemental lié à un projet de parc éolien au Québec », consiste en une étude de cas fort détaillée de ce projet. Dans sa thèse, elle se penche sur les diverses manières dont l'information concernant le projet éolien a circulé dans la communauté environnante et comment cette circulation d'informations a influencé l'émergence et le développement d'un conflit. Elle entreprend aussi à évaluer la division sociale dans la communauté concernée par le développement du parc éolien et conclut que oui, en effet, le projet a engendré de la division sociale dans la communauté. Alors, Dr Maillé était donc très informé à propos du projet éolien et de la communauté environnante, du conflit, etc., grâce à ses travaux de thèse. Et donc, un jour, peu de temps après que les procédures relatives au recours collectif ont débuté, Dr Maillé reçoit un courriel d'un groupe citoyen opposé au projet. Et c'est un courriel général envoyé à une liste d'envoi pour solliciter des témoignages et assembler des preuves relatives aux dommages subis par les citoyens pour appuyer le recours collectif. Et donc, Dr Maillé s'est senti interpellé.
et elle s'est dit que la thèse pourrait être utile à ce niveau. Alors, elle communique avec le groupe citoyen, qui la met en contact avec les avocats qui gèrent le dossier. Ces derniers la convainquent d'agir comme experte pour le groupe citoyen, témoin expert. Et il fut donc prévu que sa thèse serait son rapport d'expertise, sur la base duquel elle témoignerait en cours le temps venu. Toujours sur cette question de détérioration du tissu social. Et donc, peu de temps après, cette décision engendre une controverse vraiment particulière qui donne naissance à l'affaire Maillet à proprement parler. Et le noyau de la controverse était le suivant. Après que les avocats du groupe aient annoncé aux avocats d'éoliennes de l'érable que la docteure Maillet témoignerait comme experte, et donc après qu'ils aient envoyé la thèse à ces avocats, ceux-ci sont revenus à la charge avec des demandes. Essentiellement, les avocats de la partie adverse demandaient d'avoir accès aux éléments factuels sur lesquels Dr Maillet s'était basé pour rendre son opinion, à l'effet que projet éolienne avait engendré de la division sociale. Et la demande clé pour nos fins était qu'ils voulaient les données brutes cueillies dans le cadre de l'étude, et ce, afin de pouvoir préparer une contre-expertise. Et donc, parmi les éléments requis, on avait notamment la liste des 300 noms de la population d'études, les questionnaires que la chercheure avait administrés, tous les enregistrements audio qu'elle avait faits durant ses recherches, en entrevues, etc., ses journaux de bord, etc. C'était donc une demande de documents très exhaustive, et plus important, c'était intrusif du point de vue de la confidentialité des données de la recherche. On pourrait même dire qu'intrusif, c'est pas assez fort comme mot. Et ça détruit carrément, ça posait vraiment un problème. Mais peu importe, c'était ça la situation qui était créée par la demande de documents. Et la goutte qui a fait déborder le vase, ou plutôt le point de bascule qui a transformé la situation en l'affaire Maillet, était un jugement de la Cour supérieure. Ce jugement a suivi une demande faite par la défendresse éolienne de l'érable. Et je vais sauter les finesses procédurales là, qui ne sont pas importantes aujourd'hui. Ce qui est important est que ce jugement ordonnait à Dr Maillet de remettre aux avocats de la défendresse essentiellement tous les documents que les avocats d'éolienne de l'érable avaient demandés auparavant. Et donc là, il ne s'agissait plus d'une demande faite par des avocats, mais bien d'un ordre du tribunal. Et la Dr Maillet était maintenant contrainte, sous peine d'outrage au tribunal, de remettre les documents visés par l'ordonnance. Voilà l'enjeu central. Et là, la table est mise. Pour pouvoir passer à mon analyse plus rapidement, je veux accélérer un peu le récit et sauter de nombreuses choses là, qui ont suivi l'ordonnance. Je reviendrai sélectivement sur certains points là, tantôt, mais pour l'instant, ça c'est à grands traits là, ce qui a mené à l'ordonnance et le contexte de l'ordonnance. Maintenant, Dr Maillet, on comprend, se trouvait dans une situation très difficile parce qu'elle s'opposait à la divulgation de ces documents par principe et elle considérait qu'ils étaient confidentiels. Et en effet, des personnes dans la communauté qui ont participé à son projet de recherche en lui donnant des entrevues, etc., avaient participé en étant assurées que ce qu'elle dirait à la chercheure serait gardé confidentiel, suivant les protocoles et normes habituelles et obligatoires là, dans le milieu de recherche. C'était une prise de position de principe appuyée par des principes qui sont bien connus par tout le monde qui fait de la recherche. Mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement là, au-delà de cette position de principe? Bien, suite à l'ordonnance, elle est allée, parce que bon, on s'entend, là, la police ne s'est pas pointée chez elle pour saisir tout. Là, il y avait l'ordre, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle est allée chercher de l'aide, parce que les avocats qui représentaient le groupe citoyen, longue histoire courte, là, ils n'étaient pas en mesure de l'aider adéquatement. Et donc, elle s'est tournée vers l'UQAM. Cette dernière l'a essentiellement virée de bord, en disant qu'elle était responsable de la situation et que c'était à elle de se débrouiller. Mais comment se débrouiller? On s'entend, là, elle venait de finir un doctorat en communication, elle était sur la fin d'un post-doctorat, elle n'avait pas les moyens d'engager un avocat pour représenter ses intérêts, et ses intérêts étant par extension les intérêts des participants à sa recherche, on s'entend, qui étaient censés être protégés par la confidentialité. Donc, grâce à une persistance admirable de sa part, Dr Maillet a fini par être mise en contact via le Pro Bono Québec, donc un organisme. Elle a été mise en contact avec un excellent avocat du cabinet Woods, donc Maître Bogdan Katanou. Et donc, ce dernier a pris pris son dossier à elle, son problème. Il l'a pris à titre bénévole et a réussi à obtenir la rétractation de l'ordonnance. Donc, je vais vous épargner les détails juridiques, mais je vais vous dire simplement que ce n'était pas une mince chose à faire. L'affaire Maillet finit donc bien en ce qui concerne la principale concernée et la protection de la confidentialité.
mais elle sert tout de même d'avertissement parce que ce résultat favorable n'est pas venu tout seul. Il a fallu travailler très fort pour avoir ce résultat-là. Et tantôt, je vais revenir sur, comme j'ai dit, divers aspects plus pointus qui seront plus faciles à comprendre maintenant qu'on comprend le grand acte de l'affaire. Et j'espère proposer donc quelques leçons. En tout cas, on pourra en parler durant la discussion pour voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Mais avant, maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, j'aimerais expliquer plus en détail pourquoi c'est important et intéressant, à mon avis, cette affaire. Donc, c'est une chose de dire que c'est important et intéressant, et pour certains d'entre vous, ce récit a peut-être comme inhéremment un intérêt, mais je pense que c'est insuffisant du point de vue méthodologique. Je vous présente une étude de cas, et j'ai donc le fardeau, quelque part, de vous montrer pourquoi ce cas mérite une attention soutenue, au-delà de l'intérêt anecdotique de l'affaire, et au-delà de ce qui a déjà été dit à propos de l'affaire. Je reviendrai sur ça. Donc, premièrement, je trouve la controverse au fond de cette affaire, c'est un genre de controverse qui intéresse le CIRST. Parce qu'on peut dire que le litige entre les membres de la communauté et le promoteur éolien est un exemple de controverse socio-technique, c'est-à-dire une controverse aux valeurs hétérogènes qui brouille les catégories classiques de l'ordre social, de l'ordre technique et de l'ordre économique. Et donc, c'est une controverse où on voit que l'économique, le social, le technique, à dire le politique et le juridique se mélangent. Il me semble que c'est exactement le genre de choses qui intéresse les membres du CIRST. Ensuite, l'affaire Maillé est intéressante du point de vue du CIRST parce qu'on peut dire que c'est arrivé près de chez nous, comme on dit. L'UQAM a joué un rôle dans cette histoire. D'ailleurs, la docteure Maillé a fait son doctorat à l'UQAM. Qui sait, peut-être qu'elle a participé aux activités du CIRST, je l'ignore, mais c'est arrivé près d'ici. Et plus particulièrement, c'est intéressant parce que ça a fait l'objet d'une médiatisation significative et a attiré l'attention de nombreux intervenants du milieu universitaire. Donc, par exemple, dans le cadre des procédures pour obtenir la rétractation de l'ordonnance, Rémi Quirion, qui était alors et qui est toujours le scientifique en chef du Québec, a déposé une déclaration assermentée à l'appui de Dr Maillé. Et quelques jours après, donc, la parution sur le site web de Radio-Canada d'un article disant qu'une chercheuse était forcée par la justice de révéler l'identité de ses sources, une lettre ouverte signée par plus de 200 chercheurs a été publiée dans Le Devoir. C'est ce qu'on voit à droite. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut dire que l'affaire Maillé est devenue une affaire à proprement parler, c'est-à-dire un moment public qui met en scène une intellectuelle engagée dans le cadre d'une mobilisation sociopolitique ou une certaine mission sociale qui est conséquente du point de vue démocratique, social, etc. Donc, finalement, la médiatisation de cette affaire a donné lieu à une documentation beaucoup plus approfondie que ce à quoi nous avons l'habitude. Cette documentation plus approfondie est largement attribuable aux efforts de Dr Maillé, qui s'est battu pour ses principes et a donné de nombreuses entrevues et écrit un livre racontant ses expériences. Et je dirais aussi, parmi ces entrevues, figure une qui est fort approfondie, réalisée par la professeure Emmanuelle Bernheim de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui est parue dans la revue Sociologie et Société. Donc, cette documentation de l'affaire permet un regard plus approfondi, plus nuancé des enjeux, qui ne serait possible si nous étions limités à lire les jugements du tribunal seulement, et ce qui est souvent le cas. Et en plus, pour boucler la boucle avec le CIRST, la préface du livre de Dr Maillé a été écrite par nul autre que le professeur Yves Schinkler. Donc, en préparant ce qui suit, je me suis basé sur tous les écrits que j'ai pu trouver à propos de l'affaire Maillé. Et je dois dire que je surveille cette affaire depuis le début. Je me souviens d'avoir lu la lettre ouverte dans Le Devoir, par exemple, d'avoir acheté le livre de Dr Maillé dès qu'il est paru. Et je suis content de pouvoir enfin partager ma perspective sur l'affaire avec l'autre que des membres du CIRST, parce que je rumine là-dessus depuis assez longtemps. Et le cœur de ma perspective est le suivant. Bien que l'affaire Maillé ait reçu beaucoup d'attention, cette attention, en ce qui me concerne, a occulté un nombre de nuances que j'estime fort importantes. Et en effet, dès ma lecture de la lettre ouverte dans Le Devoir, il y a presque 9 ans maintenant, j'avais un certain malaise par rapport à la manière dont la situation était présentée. Et ce malaise a grandi considérablement en lisant le livre de Dr Maillé et tout le reste que j'ai lu depuis. En somme, je dois dire que cette documentation a été très utile, mais les discussions à date m'ont été insatisfaisantes à certains niveaux. Et c'est ça que je veux expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été particulièrement insatisfaisant? C'est que les textes que j'ai lus, tant de la Dr Maillé que des diverses personnes qui l'ont appuyé, ont fait certains amalgames qui, à mon avis, méritent d'être interrogés.
ou à tout le moins, on a ignoré des aspects que j'estime importants. Et donc, à partir de maintenant, je vais entrer en mode critique. Mais assurez-vous, mon objectif n'est pas de rejeter tout ce qui a été dit à propos de l'affaire, mais de compléter un portrait que j'estime inachevé. Puis on verra si je réussis. Cela dit, j'aimerais faire une dernière remarque avant de passer vraiment en mode critique. Aujourd'hui, je critique le traitement de l'affaire Mailly dans le discours public. Donc, la manière dont on a représenté cette situation-là et sa récupération, etc. Je ne souhaite vraiment pas critiquer Dr. Mailly ou quiconque d'autre dans cette affaire parce qu'il y a des enjeux, juste, il y a toutes sortes d'enjeux ici. Et en effet, je veux dire, en ce qui concerne Dr. Maillet, j'ai beaucoup de sympathie pour son vécu. Je ne doute aucunement que son parcours fut vraiment très anxiogène et désagréable. Comme j'ai dit tantôt, je salue sa prise de position sur un principe important, soit la confidentialité des données de recherche. Et je salue la ténacité aussi avec laquelle elle a défendu sa position seule, sans appui de son université, du moins au début. Donc, je suis, et je dirais aussi, je suis vraiment content qu'elle ait écrit son livre, que je recommande de lire d'ailleurs, parce que ce faisant, elle a favorisé une discussion plus approfondie. Mais en même temps, je dois dire que le traitement de l'affaire qu'elle fait dans son livre est assez tendancieux, du moins en ce qui concerne le droit. Je veux dire, en lisant le livre, j'ai vraiment l'impression que le droit n'est qu'une mauvaise blague et que les personnes qui y consacrent leur vie sont des bouffons. Sauf les avocats qui l'aident, évidemment. Eux, ils sont bons, sont gentils, sont intelligents. Et donc, bon, et il en va de même à certains degrés pour celles et ceux qui ont commenté cette affaire. Et donc, à mon avis, une grande partie du caractère tendancieux découle d'une ignorance de la dimension juridique de l'affaire qu'on n'a pas suffisamment creusée. Et c'est justement en mettant l'accent sur des aspects juridiques importants que je souhaite compléter le portrait. Donc, pour le caractère tendancieux, l'esquisse rapidement. Je vais être bref, là, mais le caractère tendancieux des traitements découle de certains phénomènes importants. Et c'est pour ça que je dis, je ne veux pas tout rejeter ici, là. Il y a des phénomènes importants qui sont vécus dans la communauté de recherche universitaire. La plupart de ces phénomènes peuvent être mis sous divers titres, là, mais moi, je vais garder ça simple. On peut mettre ça sous l'érosion de la liberté universitaire ou académique. Okay? Donc, par exemple, dans le numéro de la revue Sociologie et Société, dans lequel figure l'entrevue détaillée avec Dr. Maillet, on introduit ce texte, l'entrevue, puis c'est un numéro spécial là, avec un thème, vous connaissez quoi. On a un texte introductif qui parle du contexte général qui est comme l'intrusion des pouvoirs politiques et économiques dans la gestion de la recherche. Thème valable. Dans la préface du livre de l'affaire Maillet, le professeur Gingras décrit cette affaire comme un cas de prédation juridique visant l'appropriation des données confidentielles issues de recherches scientifiques. Ou dans la lettre ouverte publiée dans Le Devoir, on lit « L'avenir de la recherche scientifique et la confiance des citoyens dans les processus de recherche universitaire dépendent de l'issue de cette affaire. Considérant les coûts relatifs aux démarches juridiques dans ce type de situation, on peut craindre que les services juridiques des institutions de recherche participent désormais à la détermination des thèmes de recherche. La recherche ne serait alors plus menée en fonction de sa pertinence scientifique et sociale. En d'autres mots, la recherche ne serait plus libre, au sens où on l'entend typiquement. » Et donc, le résultat de ces diverses caractérisations et associations, et ça recoupe là, toute la littérature que j'ai pu recouper, là, et c'est beaucoup plus que le papier que j'ai ici. On a un cadrage binaire et des oppositions. D'une part, on a le pouvoir politique, économique ou juridique, ou les trois. Et d'autre part, on a le pouvoir intellectuel sur le monde de la recherche universitaire. Ou d'autre part, d'une part, il y a le droit. D'autre part, il y a le cadre normatif applicable au milieu de la recherche, donc ce qu'on appelle généralement l'éthique de la recherche. Ou d'autre part, d'une part, il y a le droit, d'autre part, il y a la science. D'ailleurs, un des chapitres du livre de Dr. Maillet est intitulé « L'arrimage impossible entre la science et le droit ». Donc, somme toute, l'affaire a été lue comme un moment public dans lequel on a vu le pouvoir intellectuel, constitué en les institutions universitaires et représenté par Dr. Maillet, s'opposer au pouvoir judiciaire. Et en même temps, cette opposition s'inscrivait de manière fort séduisante dans divers scripts très classiques de lutte sociale. Parce qu'on avait d'une part la chercheure engagée, fort sympathique, qui souhaitait appuyer un mouvement communautaire dans le cadre d'une action collective, donc un recours à vocation sociale. Et d'autre part, on avait une grosse entreprise, parce que ça prend beaucoup d'argent pour construire un parc public. On était dans des scripts classiques du social contre le capital, le local contre le global. C'était aussi David contre Goliath, motif qui est d'ailleurs repris textuellement dans le livre, un autre chapitre dans le livre de Dr. Maillet. Donc, il y avait tout ça,
Et le fait que Dr. Maillet devait se battre seul, sans appui de son université. Et ça résonnait super bien avec divers malaises 100% valables au sein des communautés universitaires, qu'on peut décrire soit comme une néolibéralisation des universités, etc., ou simplement un manque de courage institutionnel. Parce qu'il est tout à fait vrai de noter, comme l'ont fait Maillet et Gingras, que les universités sont promptes à faire du marketing, célébrant l'importance de l'engagement social, de la recherche, l'action, puis tout ça. Mais quand vient le temps de faire des choses, on devient des bureaucraties immobiles. Donc, ça, c'est les grands traits, comme on a parlé de l'affaire. Ces clés de lecture-là ne sont pas fausses. Et comme je dis, même, je dirais même plus, elles touchent sur des choses qui sont valables et vraies. Et en plus, ce cadrage-là, il est efficace du point de vue de la mobilisation politique. Alors, je comprends très bien que Dr. Maillet et d'autres aient cadré les enjeux de cette manière. Mais en même temps, c'est que les lectures, à mon goût, sont incomplètes parce qu'elles se situent justement au niveau de grandes oppositions. Et si on reste au niveau de ces oppositions-là, on apprend moins, à mon avis, parce qu'on reste bloqué justement sur des grands enjeux qui sont loin de l'action concrète. Alors, pour aller dans le plus concret, je propose là, de comparer l'affaire Maillet avec deux autres cas où les données de chercheurs ont été mises en jeu dans le cadre de procédures judiciaires. Dans les discussions de l'affaire Maillet, un des amalgames que je critique, c'est qu'on parle de ces trois cas-là, donc l'affaire Maillet et des deux autres, d'un seul trait. Et ce faisant, on focalise sur un élément en commun. C'est que dans ces trois cas-là, les données de recherche étaient à risque d'être divulguées par ordonnance du tribunal. Alors, c'est vrai que c'est un élément commun, mais il y a d'autres éléments communs, mais aussi beaucoup de différences. En les examinant, on peut développer une compréhension plus fine des enjeux, à mon avis. Commençons avec le premier cas. Le dossier Parent, impliquant les docteurs Colette Parent et Christine Bruckert. Elles avaient conduit un projet de recherche sociologique sur le travail du sexe, focalisant sur les escortes. Il était basé sur des entrevues effectuées avec 60 personnes. Et une de ces personnes était Luca Magnotta. Et donc, après que Magnotta a été arrêté pour ses crimes, s'entend horribles, qui ont été fortement médiatisés, un assistant de recherche qui travaillait pour les chercheurs a informé la police de l'existence de l'entrevue. La Couronne a alors demandé un mandat de perquisition pour pouvoir saisir les enregistrements et bon, toute l'information portant sur la contribution de Magnotta à l'étude pour mieux préparer sa cause contre Magnotta. Donc, notons ici, tout d'abord, qu'on a l'État qui poursuit un individu dans le cadre de procédures criminelles qui vise des données d'une étude qui n'ont aucun lien avec les procédures criminelles en question. Okay? En effet, l'expertise des chercheurs n'est même pas en cause. On se fout de l'étude qu'elles ont faite. On veut juste aller saisir les données brutes relatives à un participant à l'étude parce qu'on pense que ça pourra aider notre dossier possiblement. Le deuxième cas est celui du centre, et là je vais vite parce qu'on pourrait parler longtemps là, de ces différents cas, mais le deuxième cas est celui du Centre de lutte contre l'oppression des genres. Dans cette affaire, le centre poursuivait l'État québécois pour faire invalider plusieurs articles du Code civil relatifs à la mention du sexe sur des documents d'état civil en invoquant les chartes québécoises et canadiennes. Donc, dans le cadre de ce recours, le centre avait annoncé faire appel à la docteure Greta Bauer comme témoin experte. Celle-ci avait conduit, sans lien avec l'action, une étude épidémiologique faisant un lien entre le fait de détenir des documents de l'état civil dont la mention de sexe est non conforme au genre vécu et la prévalence des idéations et tentatives de suicide. Alors, notons qu'ici, nous sommes dans une affaire constitutionnelle. On fait le procès de la loi. Et c'est donc l'État contre une entité privée, soit le centre qui est un OBNL. Et c'est l'État, encore une fois, qui souhaite obtenir les données. Quoique dans ce cas, c'est la partie privée qui a initié le retour, contrairement au dossier Parent. Maintenant, sans aller plus loin, là, et vu le temps qui presse, là, on peut déjà faire des comparaisons intéressantes entre ces deux cas et l'affaire Maillet. Donc, premièrement, il y a l'enjeu des données demandées et le témoignage d'expertise. Avec Magnotta, il n'y avait aucun lien, parce que le témoignage d'expertise n'était qu'une possibilité éventuelle et n'avait rien à voir avec l'étude à l'origine. Les chercheurs n'étaient pas sollicités du tout. On voulait juste leur donner brutes parce qu'on pensait peut-être que ça allait être utile. Avec le Centre de lutte contre l'oppression des genres, il y avait une chercheuse mise de l'avant comme témoin expert. Et en ce sens, il y a une similarité avec l'affaire Maillet. Et une autre similarité que dans les deux cas, les études avaient été faites et donc les données avaient été cueillies avant le litige en question. Les études n'avaient donc pas de lien avec le litige. Mais dans l'affaire Maillet,
il y avait tout de même un lien intime entre les faits en litige et l'expertise. Parce que dans cette affaire, on avait une partie privée qui poursuivait une autre partie privée, contrairement aux deux autres cas. Et le rapport d'expertise, qui était la thèse de doctorat, était censé rapporter des faits relatifs à ces deux parties privées. Certes, il y avait une dimension collective au litige. Okay? Non seulement le mécanisme procédural, mais aussi le fait que l'on voulait prouver avec l'expertise, qui est la détérioration du climat social. Tout ça, ça a une dimension collective. Mais il n'en demeure pas loin que l'État n'était pas impliqué dans le litige, qui était porté par deux messieurs qui accusaient une compagnie privée de leur pourrir la vie. Enfin, je vais insister sur l'aspect tout à fait inusité du rapport d'expertise dans ce cas, parce que c'est hautement irrégulier de déposer une thèse comme rapport d'expertise. Et ce n'est qu'à cause d'une coïncidence inouïe que l'étude de Dr Maillet existait de sorte à être susceptible de dépôt. Parce que normalement, les témoins experts écrivent des rapports dans lesquels ils incorporent des références à des études. C'est comme dans le Centre de lutte contre l'oppression des genres. Dans cette affaire, l'État a fait preuve d'un excès de zèle. Okay? Le rapport d'expert citait une étude par la même experte, mais citait une étude qui avait été révisée par les pairs et publiée. Ses conclusions reposaient sur une analyse statistique. Il était tout à fait possible de bien critiquer ça en contre-expertise sans accéder aux données brutes. En plus, l'État, qui était la partie adverse, n'était pas directement visé par l'étude. L'étude mettait de l'avant une conclusion sous forme d'énoncé potentiellement universalisable, c'est-à-dire il y a un lien entre les documents de l'état civil non congruents avec l'identité de genre et le suicide. C'est ça la forme de base. C'est la même forme d'énoncé que de dire il y a un lien entre fumer les cigarettes et avoir le cancer. C'est exactement le genre d'énoncé que l'on souhaite avoir lorsque l'on s'attaque à la législation qui, de par sa nature, est vouée à application générale. Mais dans l'affaire Maillet, la situation était vraiment autre. Les énoncés qui étaient d'intérêt pour le litige étaient des énoncés spécifiques. Essentiellement, et pour simplifier, les énoncés étaient de la forme « Vous, et Éliane de l'Érable, avez détérioré le climat social de cette communauté dans lequel 5 personnes spécifiques vivaient. » Ce qui me mène à la question du fondement de la connaissance revendiquée par Dr Maillet dans cette affaire. Mais avant de l'aborder adéquatement, je dois remonter un peu dans le temps et ajouter quelques éléments que j'ai racontés plus tôt. Revenons aux semaines qui ont suivi l'ordonnance de la Cour visant les données de Dr Maillet. Et donc, avant qu'elle ne réussisse à faire renverser l'ordonnance. À ce moment, suite aux protestations de Dr Maillet, les avocats pour les requérants ont essayé de la sortir de cette situation difficile en annonçant qu'elle ne serait plus témoin experte. La logique était fort valable. Si elle n'était plus témoin experte, la partie adverse n'aurait plus besoin de faire une contre-expertise et donc il n'aurait plus besoin des données en litige. Parce que, voilà, Dr Maillet serait juste témoin ordinaire ou oculaire et elle témoignerait donc simplement à propos des faits qu'elle avait personnellement constatés. Il apparaît que cette stratégie n'a pas fonctionné avec les avocats d'éoliennes, qui ont quand même insisté sur le respect de l'ordonnance, d'où la nécessité de la faire annuler. Je vais revenir à ça tantôt. Mais pour l'instant, le point crucial est le suivant. Dr Maillet a fini par témoigner au procès comme témoin ordinaire et non comme témoin expert. Elle a témoigné, tout comme diverses autres personnes qui étaient membres de la communauté et qui sont venus raconter ce qu'ils ont vu et entendu dans la communauté, dans l'optique de prouver la détérioration du climat social. Même le curé de la paroisse est venu témoigner. Magella Cormier, je pense. C'est pas, je sais pas. Non, pas d'infamé, bon. Dans le jugement, et je vous explique ça parce que ça aide à détricoter l'aspect qui m'intéresse. Dans le jugement qui a suivi le procès et qui a rejeté l'action collective, la juge a écrit un paragraphe sur le témoignage, sur le témoignage du Dr Maillet comme témoin ordinaire. Et la juge a notamment dit, là je cite, « Le tribunal est perplexe par rapport aux raisons qui sous-tendent sa présence devant lui. Son témoignage n'apporte que très peu, vu les constatations par le tribunal, à la suite des témoignages des autres personnes de la communauté, qui dressent amplement le portrait des tensions sociales. » Mais en plus de ça, puisque Dr Maillet avait tout de même déposé sa thèse comme document ordinaire, simple document au soutien de son témoignage, la juge a écrit dans le même paragraphe que le tribunal écarte ce document en vertu de la règle du oui-dire. Et donc, ça soulève une question importante. Est-ce que la thèse était du oui-dire? Bon, j'insiste sur ce point parce que Dr Maillet, dans son entrevue parue dans Sociologie et Société, dit qu'on peut difficilement dénigrer davantage le travail d'une scientifique que de dire que son travail n'est que l'opinion du oui-dire.
et que ces mots sont d'une grande violence. Donc, je suis sincèrement navré qu'elle ait vécu la chose ainsi et je comprends, encore une fois, que tout ça a été extrêmement désagréable. Mais justement, je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'apprendre de son vécu qu'elle a pris la peine de partager. Et donc, pour être clair, le oui-dire est un concept vraiment important en droit de la preuve. Et son sens n'est pas du tout le même qu'en langage courant, qui s'approche souvent du commérage ou des rumeurs, d'où l'image que j'ai ici. Donc, essentiellement, le oui-dire, c'est du témoignage interposé. Là, je pourrais donner un cours entier du oui-dire, mais ça me prend un cours de 3 heures là, dans ma session, quand je fais mon cours de preuve, de parler du oui-dire. Alors, on va y aller très vite pour garder ça simple. Si on veut prouver qu'une voiture était bleue et que Jean a vu la voiture, mais pas moi, moi, je ne peux pas aller témoigner et dire la voiture était bleue, Jean me l'a dit. Si on veut prouver la voiture, il faut que Jean vienne témoigner. Et donc, la thèse de Dr. Maillé était juridiquement du oui-dire parce qu'elle était essentiellement fondée en ce qui concerne la détérioration du tissu social sur ce que d'autres personnes lui ont dit. Et d'ailleurs, au procès, les personnes concernées ont pu venir et plusieurs sont venus pour rapporter ce qu'ils ont vécu. Et donc, dans ce contexte, Dr. Maillé n'ajoutait rien que le tribunal ne pouvait pas constater de lui-même à travers les témoignages des gens directement concernés, membres de la communauté. Et c'est ça qui explique l'approche du tribunal. On pourra détricoter ça durant la période de discussion parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus du point de vue des leçons pour l'avenir et des discussions au niveau quantitatif, qualitatif. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que juste une distinction comme ça. J'aimerais, en terminant, dire quelque chose à propos des avocats. Parce que je suis, malgré être prof de droit, capable d'une autocritique. Qu'est-ce que... Ben, c'est pas moi qui ai fait ça, d'ailleurs, justement. Je dirais, qu'est-ce que les avocats auraient pu faire mieux dans ça? Je vous ai raconté pour ça aussi que je suis revenu sur cet élément-là, du fait qu'on a retiré l'expertise, l'insistance sur l'ordonnance. J'aimerais rapidement dire quelque chose à propos des deux parties dans ce cas-là. Premièrement, en demande. Les avocats du groupe, en ce qui me concerne, ils ont échappé la balle. Et ils auraient dû voir ça venir. Moi, et c'est ça qui m'a dérangé dès le début, et c'est pour ça que j'ai vraiment sincèrement de la sympathie pour Dr. Maillé, là. Elle s'est fait embarquer, elle a mis son doigt là, sans savoir dans quoi elle s'embarquait. Okay? Et là, elle s'est rendue compte après, puis c'est pas de sa faute parce que c'est pas sa job de savoir ça, que, oh mon Dieu, je suis en train de me faire broyer par la machine. Prendre une métaphore pas particulièrement jolie, mais bon. Les avocats auraient dû voir ça venir. En ce qui me concerne, en tant qu'avocat litige, je voyais ça venir gros comme le bras. Mais donc, ils ont échappé la balle. Maintenant, je ne veux pas être comme méchant ici. Je comprends la pratique, c'est compliqué. Des recours collectifs de cette nature-là, on fait ça sur le bras. On doit quasiment financer ça soi-même. Oui, il y a un fonds d'aide. C'est compliqué, la pratique. Je comprends. Je ne veux pas comme juste domper sur eux, mais en principe, il aurait dû voir ça venir. Et il aurait dû... il y a vraiment une incompréhension là, de la part... et on le voit dans le récit, ça, c'est ça ce qui est intéressant du livre. Il semblait vraiment avoir une incompréhension des enjeux de confidentialité de la recherche et tout ça. Donc, ça, au niveau de la communauté juridique, il y a une sensibilité par rapport à ça. Les avocats auraient pu faire mieux. Ensuite, en défense. Après que les avocats en défense, en demande, là, ils ont fait la chose qu'ils devaient faire, à mon avis, la chose intelligente, vu comment la situation est en train de partir en vrille. Ils ont dit, OK, elle va être témoin ordinaire. Puis après ça, on démêlera ça au procès, elle va être témoin ordinaire. On retire, c'est plus un rapport d'expertise. Et là, les autres, ils insistent sur l'ordonnance. Et moi, en ce qui me concerne, là, ils ont manqué de savoir-vivre. Ça, est-ce qu'on veut parler de prédation? C'est une bonne discussion à avoir. À tout le moins, je vais dire, parce qu'encore une fois, je dois dire, c'est donc l'avocat, s'il a une ordonnance qui est favorable à son client potentiellement et qu'il n'insiste pas qu'elle soit respectée, il peut peut-être aussi dire qu'il ne fait pas sa job. Je veux dire, ce n'est pas noir ou blanc. Ceci étant dit, moi, je suis à l'aise de dire qu'ils ont manqué de savoir-vivre parce que il n'y aurait
pas fait grand-chose d'intéressant avec ça. Moi, je suis à l'aise de dire que c'était une partie de pêche. Ils avaient l'ordonnance. Ils se disaient, oh, on va aller chercher ça. Puis peut-être qu'on va pouvoir sortir un peu des affaires. Puis sinon, tant pis. Puis whatever. Bon. Alors, ça, des deux bords, on aurait pu faire mieux. Et le manque de savoir-vivre, je dirais, encore une fois, c'est cette sensibilité-là, de cet enjeu social qui est plus grand, qui est la confidentialité de la recherche et l'institution, les institutions universitaires, etc., etc. Ça, il y a vraiment une discussion à avoir. Donc, en terminant, là, Hey, je suis dans les temps. Il est vrai que dans les trois cas, OK, les confidentialités de données de recherche étaient menacées. OK? Mais on peut aussi dire, pensons, que dans les trois cas, le droit a fait son œuvre. Parce que la confidentialité des données a été respectée en fin de compte. Donc, les chercheurs concernés ont peut-être eu la frousse. Ça, je le comprends bien. Et il y a certainement matière à discussion à ce niveau-là, notamment au niveau du soutien des institutions, au niveau des chercheurs. Ça, c'est une grande discussion. Ça me fait plaisir. Mais justement, cette discussion me semble distincte et ça me semble un peu injuste de mettre le droit sur le banc des accusés, alors que les parties concernées, justement, ont pu mobiliser les ressources du droit afin de faire respecter l'éthique de la recherche en fin de compte, qui, je souhaite de le rappeler, ne lit pas les tribunaux. Okay? Il n'y a personne qui est au-dessus du tribunal quand vient ces questions-là. Donc, ça, c'est quelque chose à éplucher. Et en terminant, je veux juste dire, j'avais dit tension théorique et méthodologique, là, annoncé dans mon texte, dans mon titre, parce que j'avais des grandes ambitions, mais je pense que ça, c'est mieux. Je laisse ça pour un éventuel article là, dans lequel je vais plus pouvoir élaborer la chose, et aussi pour la discussion, parce qu'il y a vraiment un enjeu ici de les cultures, une genre d'opposition entre droit et sciences sociales qui est très ancienne, imbriquée là, dans dans les cultures respectives, qui est très difficile à démêler. Et donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de belles discussions à avoir, mais justement, je me disais, c'est mieux de mettre la table avec vraiment beaucoup de choses, et même j'ai dû sauter certains détails, là, mais pour ensuite avoir une discussion. Donc, voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'est vraiment fascinant. Donc, on a une bonne demi-heure pour changer. Je vais enlever la présentation, je vais rafficher les papiers. Bon, ben, pendant qu'il perd des précieuses secondes, je commence avec une chose qui était préalable, c'est que je voudrais savoir d'abord, parce que je comprends que vous avez fait une compression, quels ont été les arguments qui ont amené le retrait du jugement? Que vous ne l'avez pas expliqué, ça. Le retrait de l'ordonnance? De l'ordonnance. Ah oui, C'est ok. crucial. Il l'a retiré, c'est sûr, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et comment, si on peut dire. C'est rare. Oui, c'est rare. Et ça soulevait même, le juge en question était perplexe par rapport à quoi faire avec ça. Parce que normalement, ces ordonnances de ce genre-là, ce ne sont pas les choses que l'on retire. Et les rétractations de jugement, donc, il y a comme tout un cours de procédure là, même moi, genre, j'ai pas, c'est le genre de choses que je dois réviser avant de présenter. J'ai pas révisé les thèmes. Je peux juste dire que la rétractation de jugement, parce qu'on n'est pas en appel, là, on est en rétractation. La rétractation de jugement, c'est quelque chose d'exceptionnel de manière générale. Et on peut comprendre parce qu'on veut préserver la stabilité de l'ordre juridique. Et donc, quand un jugement est donné, le tribunal lui-même ne le retire pas. OK? Mais là, on se combine avec déjà ce contexte plus général, avec là, c'est une ordonnance procédurale, donc c'est pas comme un jugement final. Et normalement, c'est des genres de décisions qu'on ne remet pas en question. Il faut faire tourner, faire rouler les procédures judiciaires. Et donc, finalement, c'était vraiment très compliqué, là. Cela dit, un des aspects qui ont motivé, qui ont sous-tendu vraiment, parce qu'il y a l'aspect comme juste du point de vue des principes de procédure civile, là, mais il y a aussi la question de la confidentialité. Et la question de la confidentialité, ça a été repris, la même jurisprudence que, pas Magnota, mais Parent et Centre de lutte contre l'oppression. C'est en gros l'application des critères de Wigmore et qui, justement, donc, l'idée, c'est que
faut comprendre que la règle de base en droit, c'est la divulgation. On divulgue. Et c'est de la transparence, c'est une question de transparence élémentaire. Et c'est pour ça, c'était une des choses qui me dérangeait un peu dans comment toute cette affaire-là avait présenté, même si j'avais de la sympathie pour tout ce dont j'ai dit. Je me disais, oui, mais si on met de l'expertise, on s'attend à ce que la partie mette carte sur table. Et si on avait, au lieu d'avoir Dr Maillé, fort sympathique, qui nous parle d'un truc social, mais qu'on avait une compagnie de cigarettes ou pétrolière, ben on dirait non, là, vous allez mettre vos cartes sur table. Puis c'est comme ça qu'on réfléchit juridiquement. Donc, et les critères de Wigmore, donc c'est 4 critères qui sont là pour, en gros, parce que les privilèges, parce que c'est un privilège de ne pas divulguer. Et les privilèges, donc en droit, c'est comme il y a plusieurs types de privilèges. Un, que tout le monde connaît, c'est le secret professionnel. Il y a des privilèges comme de catégorie, mais il y a aussi des privilèges qui peuvent être reconnus au cas par cas. Et les critères de Wigmore servent à reconnaître des critères, des privilèges au cas par cas. Donc, chaque fois que des chercheurs sont confrontés, ils doivent être prêts à faire l'argument disant que de revendiquer les privilèges et s'appuyer sur les critères de Wigmore qui, maintenant, cette jurisprudence-là, autant celle de Maillet, mais ces 3 décisions-là, qui par hasard, inouïes, sont tous des décisions au Québec, qui sont, à ma connaissance, à date, et je suis encore en train de fouiller, mais j'en ai pas trouvé, des décisions ailleurs au Canada, il n'y en a pas. Alors, c'est vraiment comme quelque chose qui, et d'ailleurs, une des choses, j'espère que les gens ne seront pas offusqués, mais je vais probablement écrire mon article en anglais pour que les gens du reste du pays qui lisent pas ce qu'on écrit ici soient un peu au courant de cette jurisprudence-là parce que c'est important. Mais bon, donc, critère de Wigmore, la reconnaissance au cas par cas, et je pense que ça serait une voie justement de institutionnel. Soit au niveau des institutions, ils pourraient, comme, c'est pas sorcier, avant avoir à faire la rétractation, là, où là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et aussi toute la notion de wigmorisation des données. Quand on fait de la recherche, il y a des façons, à mon avis, de faire notre collecte de données, puis nos formulaires de consentement, puis etc., pour qu'on ait déjà monté un dossier qui permet de présenter, pas les données, mais voici comment on a collecté les données et ça supporte justement la revendication des critères. Donc, ça, c'est... Un petit peu. Non, ça m'intéresse de très près et sur le plan juridique, j'ai lu un bon nombre de décisions aussi, la Cour suprême et de d'autres sur d'autres sujets, mais c'est ici, c'est les nuances. Donc, en gros, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. D'ailleurs, une petite parenthèse, pour qu'on est d'accord sur tout. Et j'avais vu, et j'avais dit d'ailleurs à Lily, que ayant décidé d'être témoin expert, ouvre les yeux. J'ai dit ça, c'est une connerie. Et donc, de ce point de vue-là, et là, j'ai mon avis juridique, évidemment, il faut toujours dire, on a des avocats dans le coin, je ne donne pas d'avis juridique, je ne suis pas avocat, je peux toujours dire ça parce qu'on va se faire traîner dans le coup. Vous avez vu à l'émission, le barreau. C'est que l'UQAM, techniquement, les gens ont trouvé ça scandaleux ce qu'on a réussi à faire. Oui, il y a eu la pression. Sauf que sur le plan technique, l'UQAM avait raison. Oui, tu as fait une thèse en 2012, tu es postdoc en Allemagne, puis tu décides, puis c'est ton droit d'activiste, de défendre les pauvres et les orphelins, oui. Mais tu ne me demandes pas de te défendre. Parce que sinon, ça veut dire jusqu'à l'âge de 92 ans, je vais demander, non, mais c'est vrai, c'est le plan technique. Donc, tout ça pour dire que je suis entièrement d'accord avec tout votre analyse. Voici maintenant le petit point technique. C'est quand vous dites, oui, la divulgation, c'est important. La question est simple. C'est de dire, dans les divulgations de tabac ou d'autres, et vous l'avez donné l'exemple tantôt, j'ai un discours, j'ai des publications dans Nature et dans Science, puis j'amène cela. Les gens pourront lire Nature Science, mais ils ne diront pas, OK, donne-moi toutes tes données brutes, moi, le petit génie, je recommence à zéro. D'où le mot de, je ne reviens pas, mais que ça explique le contexte de relation juridique, c'est sue everybody inside, un fou dans une poche, demande tout. Ça, à mon avis, ça ne relève pas du savoir-vivre. C'est structurel. Je m'excuse, c'est structurel. OK? Pour la raison que vous avez dit, vous dites, si je demande, si je lâche ça, mon client va dire, hey, tu ne m'as pas bien défendu, tu m'as fait une plainte au baron. Tu avais eu une affaire dans les mains, tu l'abandonnes, un fou dans une poche. À l'autre, tu as voulu l'abandonner. Donc, sur le plan juridique, je suis ça assez près. Donc, la nuance, c'est celle-là. C'est
Ce mot-là, dans ce contexte-là, est un contexte précis, c'est que c'est structurel. On comprend qu'il n'a pas le choix. Mais moi, je me dis, OK, mais c'est. Et donc, c'est pas de dire qu'il aurait dû être gentil, parce que là, vous avez vu une contradiction que vous avez vu vous-même en disant, le gars ne va pas le défendre. Donc, est-ce qu'il y a des cas, fréquents ou non, où on ne se contente pas des. Par exemple, sa thèse, c'est une thèse. Donc, tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça, mais tu dis, donne-moi tous les entrevues, moi, les réécouter. Allez, cite. Donc, c'est rare qu'on demande des données brutes, parce que le problème ici, ce n'est pas le document. J'ai dit, sors de là. Ils liront la thèse, puis on doit te dire, hey, il y a une belle thèse ici. Là, puis sur le oui-dire, je suis entièrement d'accord. J'ai assez lu de droit pour savoir qu'elle ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est un terme technique. Et l'importance, je termine là-dessus, parce que je pourrais en discuter des heures avec vous, c'est qu'un très bel exemple que je pense qu'il faut prendre en compte du sens juridique des mots, parce que j'enseigne ça dans mon cours d'épistémologie, c'est le traité Murray, que la Cour suprême a dit, moi, je considère ça comme un traité. C'est une connerie. Il n'y a pas un historien qui va appeler ça un traité, c'est un sauf-conduit. Il n'y a pas de discussion chez les historiens. Le juge en chef qui prend pour un génie, il dit, moi, je considère ça comme un traité. Je dis aux étudiants, il l'a bien dit, je le considère comme un traité, donc sur le plan juridique, à ces effets-là. Mais ça empêche, aucun historien va écrire sérieusement qu'il y a eu un traité de Murray en 1760. Donc, parce qu'il y a un sens technique, donc, je suis d'accord avec tout, et je suis d'accord avec tout, mais le petit point, c'est de dire, attention, parce que là aussi, vous avez à la vue touché une demande qui demande d'ouverture. Non, on ne demande jamais de données brutes. Faut arrêter, là. Parce qu'ils vont dire, par exemple, ça peut être des données électroniques sur le climat. Il y a des articles dans Nature. Tu dis, non, non, moi, je vais les donner. L'avocat va dire, tu veux les donner? C'est de la prédation. Ben, oui, OK. Donc, ça, et c'est pour ça, l'excès de zèle, mettons, dans le centre de lutte, là, excès de zèle, et même, je dirais aussi, dans parents, là, c'était un stretch, là, d'aller saisir. En plus, là, on est en contexte criminel, donc là, on a le bras armé, là, qui peut aller saisir des trucs. Ça me rend beaucoup plus mal à l'aise. Et en même temps, je dirais, peut-être que le bien qui sort de tout ça, c'est que là, avec ces 3 décisions, les avocats vont avoir les arguments pour dire à leurs clients, ben non, je ne vais pas aller chercher ça. Donc, le bien que ça sert, c'est que peut-être qu'on n'en verra plus tant de causes du genre, sous réserve, sous toute réserve. Mais c'est que là, ça n'avait pas été par an. C'est la première fois qu'un tribunal supérieur s'est prononcé sur le Wigmore et les données de recherche. Quelques années plus tard, on a 2014, 2016, 2017. Je veux dire, c'est vraiment comme, on a eu cette activité-là comme, ça a coïncidé comme ça. Il y a une analogie avec les journalistes. Il y a eu le cas en cours de enquête. Donc, c'est analogue parce que le journaliste dit, ben moi, je ne peux pas donner mes sources, mais l'autre dit non plus. Puis en plus, nous, ça relève d'une loi, c'est-à-dire d'un règlement. C'est pas une loi, c'est un document du CRSH. C'est pas une loi, c'est un document. Mais nous, si on l'applique pas le document du CRSH, l'UQAM va nous donner de la mort. Il va même le suspendre sans faire l'air. Exactement. OK, j'ai fini. Oui. Merci beaucoup, Patrick. Conférence, en fait, ça justifie entièrement la raison pour laquelle je suis venu. C'était passionnant. Très heureux de t'avoir entendu développer ta pensée sur ces questions-là. Alors, j'aimerais revenir sur la question du savoir-vivre, justement, l'hypothèse du scénario. Il y a un argument, disons, plus de l'éthique ou de la bienséance. Mais je me pose la question, disons que je fais abstraction de ma sensibilité particulière pour une partie ou l'autre. Je fais abstraction aussi comment dire, de l'identité des partis, des causes qu'ils représentent, etc. Puis je me mets juste du point de vue abstrait, du point de vue des défendeurs. Et donc, le professeur Gingras a parlé d'une raison structurelle qui conduit finalement les défendeurs à vouloir coûte que coûte accéder aux données brutes. Mais je me demande, même d'un point de vue structurel, mais aussi d'un point de vue rationnel. Quand tu défends les intérêts d'un client, il y a des enjeux importants, il y a des sommes considérables qui sont en jeu. Lorsque tu as une ordonnance, est-ce que c'était quand même rationnel de se dire, mais voilà, on a une ordonnance, les données tout à coup qu'on cherche à soustraire à notre regard, est-ce que si on cherche à les soustraire à notre regard, c'est pas d'une certaine manière un aveu de la part de la partie adverse qu'il y a peut-être dans ces données-là des failles méthodologiques ou encore des données brutes qui vont plutôt appuyer la thèse que finalement la cohésion sociale
elle n'a pas été si compromise que ça, ou qu'il y a bien des gens qui disent que finalement, dans les entretiens, par exemple, qui disent que non, 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 cette entreprise-là, elle est bienvenue, ça va amener des jobs ultimement, ou je sais pas. Et là, la partie aurait pu utiliser ça en preuve. Ou c'était peut-être quand même un peu long shot? Bon, moi, je dirais, si j'étais à la place, puis là, c'est facile à dire, mais on est dans l'abstraction. Avoir été dans des situations, pas exactement du genre, mais avec divers clients, ça se dit de dire, OK, je sais qu'on a une ordonnance, mais là, on s'assoit avec le client, puis on explique la situation, on dit, dans le fond, là, je réfléchis à ça, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de ça? Est-ce que vous êtes à l'aise? Parce que ça va nous donner de la mauvaise presse. By the way, c'est important. C'est de la mauvaise presse. Ça fait partie. Les bons avocats pensent à ces choses-là. OK? Rationnels, là, vont justement dire à leurs clients, écoutez, là, soupesons la chose. Le jeu en vaut. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On va avoir de la mauvaise presse. Vous avez, OK, des dollars illimités. Donc, c'est sûr, si je peux vous charger des honoraires, moi, le nombre de fois où j'ai dit à ça, si vous voulez que je vous charge, je veux dire, moi, all right, là, mon compteur, il tourne, puis tout va bien, là. Mais est-ce que c'est dans vos intérêts d'avoir cette mauvaise presse-là, numéro un? Et est-ce que, justement, c'est pas une distraction parce que je vais vous charger, là, pour passer à travers Dieu sait combien de documents et de journaux de bord, puis tout ça, pour, en fin de compte, aussi avoir des documents que je pourrais pas m'en servir parce qu'en litige civil, ces écrits-là ne peuvent pas servir, ils ont pas vraiment de valeur probante intéressante en vertu du droit de la preuve. Donc, pourquoi? Pour faire une partie de pêche, pour moi, c'est assez apparent. Maintenant, oui, il arrive. Qu'est-ce qu'il faire avec ces données-là? Ça, pas grand-chose. Je veux dire, c'est pour ça que c'était une partie de pêche. Je veux dire, c'était assez apparent. Ça aurait pu leur servir dans le compte J'en ai- interrogatoire de l'experte, mais là, elle était plus. Il était plus expert. Alors là, un regard plus comme serré aurait dit, mais tout ça, c'est du oui-dire. On va pouvoir, peut-être, est-ce que ça aurait peut-être donné des idées de contre-interrogatoire? Voyons, là. C'est des affaires que n'importe quel. Je sais pas des deux de pique, là, les avocats qui représentaient ça. Ils savent comment contre-interroger les gens. On parle on veut savoir, c'est quoi le noyau? La détérioration du climat social. On va amener ce monde-là. De toute façon, c'est pas eux qui allaient les amener. On va attendre que les avocats en demandent, amènent le monde. Puis on va les contre-interroger, puis on va montrer qu'il y a plein de trous dans leur affaire, puis on va faire notre job comme ça. Puis ces documents-là vont juste être une distraction. Donc, moi, c'est ça mon thinking. Maintenant, après ça, des clients désagréables, ça arrive, puis à un moment donné, c'est eux on est à leur service. Et il y a certainement une limite à un moment donné, il faut qu'on trace la ligne. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas la ligne n'est pas, c'est-à-dire la ligne, quand on a une ordonnance en faveur de notre client, c'est sûr que ça fait partie de legit d'aller insister qu'elle soit respectée. Il y avait Duncan et puis ensuite Julien et ensuite l'autre Julien. Vas-y. Donc, il y avait une personne, un autre acteur clé, qui est le juge, qui a écrit l'ordonnance. Et une première question, il y a deux questions. Est-ce que le juge, à quel point le juge est essentiel aux pratiques et éthiques d'une université? Et est-ce que c'est lui, le premier juge, qui a fait la rétractation? Et deuxième question, c'est pourquoi le juge n'a simplement pas dit, la partie défense, vous pouvez aller chercher vos propres données et les présenter? Au lieu d'exiger accès aux données brutes, de dire à la partie adverse, vous avez le droit, le loisir d'aller chercher vos propres informations. Super bonne question. Donc, dans ce cas-ci, oui, donc c'était vraiment une situation extrêmement inusitée, mais c'est le même juge qui a lui-même prononcé sa rétractation de son propre jugement. Ensuite, la question de la sensibilité du juge aux pratiques universitaires et tout ça, je vous dirais que je ne pense pas qu'elle était particulièrement prononcée.
il y a des extraits. Dans le livre de Dr. Maillet, on voit clairement, elle a mis des extraits. Maintenant, je ne sais pas si c'est des extraits verbatim, mais il y a vraiment comme des échanges. Maintenant, là, je veux dire, je ne veux pas l'accuser de malhonnêteté. Elle écrit un livre qui veut être punché, puis je comprends, là. Mais je ne sais pas, moi, j'aimerais avoir l'entièreté des échanges qui ont eu lieu lors de l'audition de la demande et voir les échanges qui ont eu lieu. Mais je ne serais pas surpris, je veux dire, que le juge n'était pas allumé à ces enjeux-là. Et en même temps, il ne faut pas oublier que le juge pense en termes de réflexe de juriste, de dire, ouais, mais tu sais, c'est ça l'expertise, ben, transparence, vous allez montrer vos affaires, puis c'est quoi le problème? Et que, encore une fois, les avocats ont échappé la balle parce que les avocats en demande n'étaient eux-mêmes, d'après le récit de Dr. Maillet, étaient eux-mêmes pas pleinement, parce que j'ai vraiment, en lisant le livre, on voit qu'ils lui sont revenus et ils disent, ah ben ouais, c'est quoi le problème? Mais là, et donc on peut comprendre qu'elle dit, OK, là, j'ai besoin de chercher mon propre avocat parce que sinon, ça marche pas. Eux, ils sont à côté de la traque. Alors, donc ça, c'est la première chose. Et la question, allez chercher vos propres données. Encore une fois, la question du fondement et la nature même de l'expertise dans cet enjeu-là, c'est socio-historique. On ne peut pas remonter dans le temps et refaire une étude équivalente. C'est impossible par la nature des choses. Alors, l'aspect temporel de la cueillette de données, il est crucial. C'est pas comme, mettons, en biomédical ou en, je sais pas, dans toutes sortes d'affaires où on peut refaire des expériences. Là, la temporalité n'a plus la même dimension, alors que là, on est dans quelque chose d'une hyper-temporalité, une hyper-spécificité. C'est pour ça que je donnais le contraste avec le cas de centre de lutte versus une étude épidémiologique. C'est pas la même chose qu'une étude comme Dr. Maillet. Puis j'insiste, et quand je vais écrire là-dessus, j'insiste à dire, faut vraiment pas tomber dans le genre qualitatif versus quantitatif, parce que ça, c'est pas ça que je dis, mais en même temps, faut vraiment aller si on va dans le qualitatif, il faut être très qualitatif dans notre évaluation de la manière dont ça, on va être capable de le traduire, pour prendre la tour, là, de le traduire dans le réseau juridique. Et qu'on ne peut pas s'attendre. Et c'est ça une affaire dont j'avais vraiment l'impression en lisant Dr. Maillet et d'autres. On est dans le modèle de diffusion. On rappelle science en action. Modèle de diffusion, la parole scientifique ou la parole factuelle, les énoncés font juste se diffuser par leur simple locomotion. Alors que on dit non, c'est un modèle de traduction qu'il faut comprendre et que la force d'un énoncé dépend de est-ce que les autres vont le prendre. Et là, c'est ça qu'il faut comme vraiment décortiquer. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes. On a 3 questions encore. Julien, d'abord. La mienne, tu peux l'enlever. OK. Donc, Julien et ensuite François. Ok. Merci beaucoup pour la présentation extrêmement intéressante. Je voudrais juste mentionner 2 choses. Déjà, il y a la jurisprudence aux États-Unis que vous connaissez peut-être sur les questions d'accès aux données, notamment ethnographiques. Je sais qu'il y a eu plusieurs sociologues qui ont eu des problèmes. Goffman, mais il y en a eu d'autres, chez Muscan et d'autres personnes qui ont été, voilà, qui on a demandé d'avoir accès à des entrevues, des carnets ethnographiques de recherche de terrain, etc. Souvent pour des enquêtes criminelles, à ma connaissance. Donc c'est une configuration un peu différente de celle de l'affaire Maillet, mais ça pourrait vous intéresser. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que, rebondir un peu sur l'échange que Yves avait initié sur la question du savoir-vivre. En fait, je pense que la question du savoir-vivre est intéressante, mais dans la mesure où les avocats, et notamment la définition de ce qu'est un bon avocat, je travaille sur les avocats par ailleurs, mais dans un contexte autre en France, il y a des enjeux de savoir-être et un avocat, c'est pas juste quelqu'un qui connaît le droit, c'est aussi quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière, notamment à l'égard de ses confrères, de ses consoeurs, des juges, de ses clients, etc. Donc, du coup, je comprends ces enjeux de savoir-être et de qu'est-ce qu'aurait dû faire un avocat qui avait cet habitus-là dans ce contexte précis. Mais l'autre chose, c'est qu'évidemment, ces savoir-être, ces savoir-faire, ils sont toujours négociés avec un client qui a des attentes. Et il y a beaucoup de littérature de sociologie, notamment, qui montre que l'autonomie professionnelle de l'avocat est beaucoup moindre quand il traite avec des gros clients et notamment des grosses entreprises. Parce que, bon là, je vais le caricaturer, mais c'est genre, écoute, mon coco, je t'ai donné 20 000, donc tu vas faire ce que je te dis et tu t'es. Et donc là, alors, je ne connais pas l'affaire ni les avocats qui ont défendu cette entreprise, mais on peut suspecter que ça a pu jouer aussi, que peut-être que cette insistance à vouloir accéder aux données, alors qu'il y avait une reconfiguration de son statut de témoin, d'expert, témoin normal,
étaient peut-être aussi voilà, des avocats qui étaient plus ou moins contraints du fait de la relation professionnelle et de clientèle à faire ce que cette entreprise peut-être souhaitait obtenir pour taper encore un coup supplémentaire sur cette chercheuse qui entendait leur mettre des bâtons dans les roues. Absolument. Je veux dire, ça, c'est. Bon, il y a une littérature sociologique, mais n'importe qui a travaillé dans des grands bureaux, ou même des plus petits bureaux, je veux dire, c'est un enjeu en éthique classique qui est pas facilement. On peut pas, comme. Il n'y a pas de solution miracle à ça, c'est juste une sensibilisation. Euh, il est 100%, je veux dire, c'est indéniable, il n'y a personne dans l'industrie qui va dire autrement que oui, parfois on a des clients et c'est pas une bonne chose aussi de construire sa pratique autour d'un seul client, mais par la force des choses, parfois c'est comme ça que ça arrive. Et là, c'est pas, je veux dire, c'est pas 20 000, c'est des factures mensuelles de centaines de milliers de C'est le dollars. sociologue qui parle, qui s'imagine que Par jour, par jour. C'est une journée. Quelques coups de téléphone, puis on est à 20 000. Là. Donc, c'est ça l'affaire. C'est sûr que c'est un enjeu à travers, si on veut parler de choses structurelles, je veux dire, c'est à travers tout. Et ça peut être autant pour les grands bureaux au Ville de la Gauchetière puis à la place Ville-Marie, que aussi, je veux dire, l'avocat de village qui a une couple de clients tu sais, qui sont son gagne-pain. C'est très difficile. Donc, oui, il y a une indépendance, mais en bout de ligne, le seul garant de l'indépendance, c'est quand dans la communauté, on se parle de ces enjeux-là, puis qu'on se pointe un peu du doigt, dire que hey, t'aurais pu faire mieux, puis qu'on en parle. Donc, ouais. Yves. Oui, je pense que mon intervention, c'est vraiment juste pour t'entendre un peu plus sur les volets méthodologiques du oui-dire et tout ça, et Calicanti. Puis, j'essaie juste de démêler. Là. Donc, j'ai compris ta définition du oui-dire qui était comme témoignage médié, finalement, témoignage de notre témoignage. Là, la revendication en Cali, c'est que, ben, en fait, on combine évidemment le témoignage. Le gros de la travail, c'est pas. Donc, Exactement. si on en avait juste un, ce serait pas particulièrement intéressant, mais si on en a plusieurs, on travaille d'analyse. Puis là, je me disais, OK, mais si par ailleurs, on avait des données de sondage qui étaient des sondages d'opinion, et là, notre travail de chercheur, c'est de faire une moyenne ou faire une régression sur certaines caractéristiques sociodémographiques. Mais là, est-ce que ça serait du oui-dire? Donc, un peu là-dessus, quoi. Là, j'imagine que non, parce que ça serait un témoignage expert, pas un témoignage oculaire. Donc, c'est ça. Donc, c'est là où ça devient très intéressant. Donc, moi, je pense, la chose qui est vraiment plate, maillée dans ce cas-ci, c'est qu'elle était trop proche. Vous voyez, et c'est là où la question, donc il y a, en passant les gens qui s'intéressent le truc interdisciplinaire, il y a un livre d'une excellente chercheure hollandaise, Irene van Oorschot, 2 O, là. J'enverrai la référence. Elle a écrit un magnifique livre qui s'appelle The Law Multiple. Qui est, pour ceux qui connaissent un peu l'acteur réseau puis la littérature dans ce genre-là, elle joue sur le titre du livre, du magnifique livre d'Anne-Marie Moll, The Body Multiple. Et donc, elle est dans la lignée de John Law, Anne-Marie Moll et tout ça. Et elle fait vraiment une analyse du juridique et c'est le genre de truc dont on peut parler là, maintenant que la table est mise sur un peu les différents registres entre sciences sociales et droit. Et ce qu'elle dit au début du livre, c'est que les mots faits, pertinents, fiables, preuves, etc., ont ce défi et cette richesse que ce qui est fiable, pertinent en droit ne veut pas nécessairement dire fiable, pertinent en sciences sociales et que prendre un mot académique tant qu'à y être, l'axiologie là, applicable lorsqu'on est dans un débat en sciences sociales et qu'on évalue la valeur d'un travail, parce que dans l'entrevue avec Emmanuel Bernheim, je veux dire, elle est vraiment choquée par rapport à comment ça s'est arrivé. Puis je comprends, comme je dis, comme toute la séquence, mais elle dit, mais c'est comme, elle le prend comme, ah, on a dompé sur mon travail, puis on dit que c'est du oui-dire, on dit que c'est pas, je suis pas une experte, c'est juste des opinions. C'est comme, ben, oui et non. C'est que ces mots-là sont constamment renégociés et leur sens est
enjeu en droit, de manière, même à bien des égards, encore plus accrue qu'en sciences sociales, très souvent. Et donc, la question de si on prend l'évaluation on est le comité là, qui regarde la thèse de Dr. Maillé, le fait qu'elle était si proche de la communauté pendant X nombre de jours, ça, c'est une plus-value. Du point de vue d'une étude ethnographico-qualitative, whatever, du milieu, l'ethnographe, on veut qu'il dort chez l'habitant, pour être un peu cru. OK? Mais justement, peut-être qu'en droit, on ne veut pas quelqu'un qui a dormi chez l'habitant. Est-ce qu'on veut que l'expert ait dormi avec la partie qui est en train de faire la poursuite? Je pense pas. Right? Et donc, tout le mode, la hiérarchie de valeurs, elle est plus la même. Alors, on ne peut pas juste parler de connaissances, on ne peut pas juste parler de savoir qui est diffusé, mais bel et bien comme des hiérarchies de valeurs et des schèmes axiologiques qui sont distincts. Cela dit, je veux pas, il faut faire attention, ça dépend du vocabulaire qu'on veut prendre. L'opposition, je veux faire attention de ne pas rentrer là-dedans parce qu'il y a une fluidité, beaucoup plus de fluidité entre les deux champs, là, si on veut. Là. Moi c'est ça qui mes réserves avec, mettons, les champs bourdieusiens ou les ordres distincts. Il y a beaucoup plus de fluidité. C'est juste que cette traduction-là doit se faire. Il y a de la traduction. Mais ad hoc, là, ça, c'est une discussion qui est fascinante. J'espère qu'on va avoir l'occasion de l'avoir avec vous. Mais dans la vie, en cours, concrètement, là, est-ce que tout ça, ça ne sert pas parfois de rationalisation pour dire, ben, ces résultats-là qui viennent d'un régime de normes où ça a été validé par des pairs selon des normes reconnues vont devenir équivalentes à l'avocat qui va reconstruire à partir des données brutes en faisant du cherry-picking stratégique. À un moment donné, il y a ça aussi. Là, je veux dire, cette discussion-là, elle est pertinente si on la prend au sérieux. Mais quand elle tombe entre les mains d'un acteur qui, lui, a un but en cours, ça finit par être ça. Puis on parlait tantôt des procès de cigarettes. Ben, c'est passé bien des choses dans les procès de cigarettes qu'on n'aurait pas voulu qu'elles surviennent, justement parce qu'on a trivialisé le régime de preuve scientifique sous prétexte de l'adapter au régime de preuve juridique, mais avec des effets délétères. Fait que, tu sais, en fait, je ne sais pas quoi ajouter à ça. Fait que ça, tu sais, en pratique, ce genre de considération-là, ce qui risque pas de minimiser un détournement des preuves. Je pense que c'est une longue et complexe discussion. Je dirais que c'est un peu pour ça où, pour moi, il y a une sagesse là, dans le droit et dans la manière dont on fait les choses juridiquement. Il est certain après que là, il y a plein de gens qui ont moins de... Il y a des avocats qui ont plus de savoir-vivre. Il y a des clients qui ont... J'ai eu le range. Hein. Il y en a il y a des clients qui sont parlables, il y a des clients qui sont moins parlables. Et donc, ça, c'est Julien... Julien. Pardon? Julien. En tout cas, ça, il y a ça, donc c'est comme multiples couches. Moi, je pourrais être clair, là, aller chercher des données brutes d'études qui ont été publiées, pour moi, c'est comme vraiment, c'est une partie de pêche. C'est pas ta business. Et je pense que là, la jurisprudence, ces trois décisions-là nous permettent d'avoir une assez solide. Il n'y a pas de privilège de classe, comme on appelle en droit, c'est-à-dire il n'y a pas comme l'équivalent du secret professionnel, comme le secret du chercheur. Ça n'existe pas. Ça serait une possibilité. Le législateur peut faire ce qu'il veut. Donc, ça serait envisageable potentiellement, sauf que ça n'a pas été fait, comme ça n'a pas été fait pour les journalistes. Et on préfère y aller au cas par cas. Pour diverses raisons, belle discussion de politique publique qu'on peut avoir. Ça, c'est la job du législateur. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est une autre discussion. Mais avec l'état que l'on a, actuel des choses, je dirais que ne faut pas oublier que c'est pour ça que je reviens, avec les trois cas, je disais vraiment, regardons, criminel, la police vient chez vous, là, saisit des affaires, c'est l'État contre quelqu'un, versus l'autre cas où c'est des parties privées. Et
je pense que si on met, on dit les données brutes, merci d'être venu, hein. J'ai une entrevue à 2 heures, c'est pour ça que je dois partir. Si on dit les données brutes sont pas sur la table, parce qu'on s'entend que une fois qu'une étude est publiée, c'est pas que c'est juste ça, c'est le Saint-Esprit qui se prononce, OK? On s'entend, révision par les pairs, on sait qu'il y a plein de trous là-dedans, il y a tout le phénomène des auteurs fantômes, il y a plein de cochonneries là, qui se fait en science aussi, OK? Mais ça ne justifie pas d'aller chercher des données brutes non plus. On peut faire ça à la bonne vieille manière, c'est-à-dire ça n'empêche pas des académiques de se tirer des boulets sur des études publiées. Je veux dire, une fois que ça a passé, je veux dire, qu'est-ce qu'on se gêne pas là, de dire que telle affaire, que ce soit publié dans Nature ou dans autre, ça vaut rien pour telle et telle et telle et telle raison. Puis ça se fait très bien. On aime faire ça même. Donc, je veux dire, on est là pour ça. Donc, je dirais, si on met de côté l'enjeu des données brutes, après ça, est-ce qu'on est en train de rationaliser une discussion intéressante, mais je dirais, il y a le pouvoir de... C'est pas juste la connaissance, là. On est en train de mobiliser l'État pour contraindre des gens. Et donc, l'hétérogénéité, il ne faut pas oublier l'hétérogénéité de valeurs qui sont toujours en droit. Il y a pas... On a tendance j'appelle ça comme la pensée moderne, là. On prend du Latour, on a tendance à la purification des objets. On fait ça en sciences sociales, on fait ça en philosophie, particulièrement en philosophie analytique. Et donc, ce penchant-là, les sciences naturelles, c'est la purification des objets. On purifie, on purifie, on purifie. Et le droit, il est toujours comme le cancre dans tout ça. Et c'est ça le malaise d'être juriste dans l'académie, c'est que le droit, il est impur. Le droit n'est pas moderne, le droit n'a jamais été moderne, et en ce qui me concerne, pour le reste de ma carrière, je vais défendre qu'il ne soit jamais moderne. Et dire que le droit est une discipline, c'est anachronique, parce que le droit était là aux Romains, avant qu'on ait des disciplines à proprement parler. Et que la notion de discipline, c'est une notion vraiment comme de 200 ans, c'est vous l'historien, là. Je veux dire, c'est récent, c'est une notion qui est très reliée à comme la modernité aussi, là. Et il ne faut pas comme aborder, et je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais quand on aborde le droit simplement à travers un prisme moderniste, ça amène à toutes sortes de pathologies, à mon avis, que c'est valable parce qu'on peut travailler toutes sortes de créneaux, là, puis ça ne m'empêche pas de lire des gens qui sont comme full analytique en droit, mais ça manque de quoi, puis c'est pour ça que je ramène ça. En tout cas, c'est compliqué. Merci beaucoup. Et on va arrêter là parce qu'il est 14h05. On va aller passer. Merci beaucoup. Merci à vous.